Ravi de vous retrouver sur le podcast Mantrailing Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du mantrailing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie, que vous connaissez peut-être sous le nom de Mantrailing Savoie, pour parler de la thématique des disciplines de flair. Quelles sont les disciplines qui existent ? Toutes les disciplines de flair sont-elles compatibles les unes avec les autres ? Certaines disciplines de flair permettent-elles de progresser plus vite au mantrailing ? Autant de questions auxquelles Virginie répondra aujourd'hui à mon micro. Bonne écoute ! Salut Virginie, comment tu vas ? Ça va bien, je te remercie, et toi ? Très bien, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler des différentes disciplines de flair. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus compatibles que d'autres avec le mantrailing et essayer de faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui existe. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais juste rapidement te présenter ? Bien sûr. Déjà, je te remercie de l'invitation. C'est super sympa. Je suis ravie d'être là et de présenter un petit peu mes connaissances à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Virginie. J'ai un berger allemand qui s'appelle Pepper. C'est avec elle que tout a commencé. Donc, quand j'ai pris Pepper, je voulais faire un petit peu de recherche, mais je savais pas exactement quoi. Je connaissais pas vraiment la discipline, mais toute cette partie de flair et de voir le travail du chien me passionnait. Du coup, on a commencé par faire de la recherche, en fait, du questage. C'était très très intéressant, et on s'est retrouvés très rapidement en période de confinement. Et après le confinement, j'ai eu la chance de rencontrer Karine Belleville et de tester le mantrailing. Alors on m'a tout de suite dit attention, tu vas devenir addict, mais c'était déjà trop tard. Du coup, j'ai enchaîné les stages avec elle et j'ai fait la formation pro et j'ai terminé sur sa session 2. Là, je suis en congé maternité, on a grandi la famille, du coup j'ai arrêté pendant quelques mois. Je devrais reprendre, je pense, ce printemps et je suis basée en Tarentaise. Alors justement, on va profiter du fait que tu connais plusieurs disciplines de flair. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement, faire un petit tour d'horizon des différentes activités de flair qui existent, on va dire officiellement, parce qu'on peut faire tout un tas de choses avec son chien, chez soi, on peut imaginer un peu n'importe quoi, mais officiellement, qu'est-ce qui existe comme activité de flair ? Au niveau des activités, les activités un petit peu officielles, comme tu dis, c'est surtout que ce sont des activités qui sont encadrées par la SCC, la Société Centrale Canine. Et donc, au niveau de la SCC, ils ont mis en place plusieurs disciplines. On a des disciplines, je vais les séparer en deux, c'est-à-dire qu'on a des disciplines où le chien travaille en liberté, en libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longe qui va retenir le chien avec son maître. Donc là, on a tout ce qui va être questage, décombre, avalanche. On a également une autre manière de travailler où là le chien est en longe, qui est plus le pistage français, l'ARE, le mantrailing, où là du coup il y a un lien entre le conducteur et le chien. Donc si on veut pratiquer ces activités, on peut les pratiquer juste en loisir. Après, si on veut les faire vraiment à un niveau de compétition, là il faut qu'on rentre dans un club canin, qu'on prenne une licence. À savoir que du moment où on veut faire des concours avec son chien, il y a des particularités, c'est-à-dire que si on veut faire du mantrailing en loisir, on peut avoir absolument n'importe quel chien. Si on veut faire des concours avec son chien, là, on doit avoir, le premier chien est exempt, mais à partir du deuxième chien, on doit avoir un chien qui est l'off. Donc, il faut avoir un chien de race, un chien qui a des papiers. L'objectif de la SCC, c'est l'amélioration de la race. Et donc, ils travaillent, ils font travailler essentiellement des chiens qui sont l'off. Ça, c'est important. Et en plus d'avoir un chien lof, on doit avoir un chien qui est très stable mentalement, c'est-à-dire qui n'est pas réactif ni humain ni chien,
qui a une très bonne écoute et une confiance avec son maître. Il faut bien savoir que les concours, on a la partie recherche, donc vraiment le travail du chien, mais on a également la partie obéissance dextérité, où là le chien va être testé sur plusieurs exercices en libre pour savoir si il peut être manipulé par d'autres personnes. Parce qu'un chien qui recherche une personne, quand elle va trouver sa victime, elle ne doit pas l'attaquer. Il doit également voir au niveau de la dextérité, s'il est à l'aise, s'il peut traverser un groupe de chiens. Un chien qui travaille, il doit être capable de laisser les autres chiens et de pas lâcher sa piste pour aller jouer. Et il doit également ne pas avoir peur, c'est-à-dire qu'il va marcher sur une échelle ou il va traverser des matériaux désagréables. On va vraiment tester la stabilité du chien. Souvent en loisir, on va avoir des chiens qui vont être réactifs. C'est justement, on a aussi tout ce qui va être terra trailing, où on va travailler le chien, on va lui donner confiance en lui. On va faire, souvent ça aide le chien, mais au niveau du concours, quand on fait en concours, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Du coup, est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer rapidement en quoi consiste le travail du chien dans les différentes disciplines ? Alors, au niveau du questage, ce qui est très important, que ce soit questage, avalanche ou décombre, le chien, il va travailler, donc comme j'ai dit, en libre sur une zone qui est délimitée. La personne va se présenter sur sa zone de recherche, va mettre en place sa stratégie, la décrire au juge, et ensuite va lancer son chien sur la recherche. Et le chien, il a pour objectif donc de parcourir la zone à la recherche d'odeurs humaines. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne va pas faire de discrimination. Le chien, il va marquer toute personne qui sera couchée ou assise sur sa zone. Donc, il va vraiment, le but, c'est qu'il trouve des odeurs humaines qui remontent jusqu'à la source, qui trouve la personne. Une fois qu'il a trouvé la victime, il va la marquer. Donc, en général, la plupart du temps, il va marquer par des aboiements. Et une fois qu'il aboie, qu'il commence à aboyer, le conducteur, là, son rôle va être de dire au juge victime trouvée et suivre les aboiements, remonter jusqu'à son chien. Donc c'est là où, en plus d'avoir une relation avec son chien très forte pour pouvoir travailler de manière efficace, il faut aussi être en forme physiquement, parce que le but c'est pas de laisser son chien aboyer pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'on arrive. C'est d'arriver assez rapidement. Le chien, il doit donc marquer la personne, rester dans sa zone, couché ou assis, jusqu'à ce qu'on, dans les 2 mètres à peu près de la victime, jusqu'à ce qu'on arrive. Et là, on peut faire arrêter le chien d'aboyer. C'est extrêmement important d'avoir une relation très forte entre le conducteur et son chien, ainsi qu'une écoute, parce que si on ne voit plus son chien ou si on estime que son chien sort de sa zone de recherche, et on doit être capable de le rappeler, le chien doit revenir immédiatement. Mais en même temps, on doit aussi être capable de laisser son chien travailler, parce que ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on peut rappeler son chien alors qu'il est justement sur une odeur. Puisqu'on n'a pas, on l'a pas en visuel comme en bout de longe, alors qu'en pistage, là, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on va lui donner ce qu'on appelle une odeur de référence. Le chien va prendre l'odeur et va remonter sa piste qui a quelques heures ou quelques jours jusqu'à trouver sa victime. Là, c'est très important, ça veut dire que le chien, il peut rencontrer des dizaines de personnes sur sa piste du moment où c'est pas l'odeur de référence qu'on lui a donnée en début de piste, il ne va marquer personne, il va aller chercher la personne. C'est-à-dire que si on te perd, c'est toi qui vas aller chercher en pistage, alors que si on est sur une zone de questage, il va marquer toutes les personnes qui seront sur la zone. Le but, en pistage ou en maintaining, ça va être quand même qu'il ait le nez au sol, il va pouvoir il a différentes techniques de travail, mais c'est qu'il reste sur sa piste. S'il dépasse la piste, il va revenir. Nous, le but de la longe, bien souvent, ça va être de ralentir le chien pour pas qu'il s'emballe, pour pas qu'il loupe les intersections et qu'il soit vraiment, qu'il reste concentré sur sa piste et sur l'odeur. Alors là, je vais parler de discipline que je ne pratique pas, que je n'ai jamais pratiquée. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment des connaissances qui vont être plus théoriques sur le pistage français, sur l'aérus. Donc en termes de connaissances théoriques,
Au niveau du man trailing, on va donner une odeur de référence au chien. Le chien, il va devoir remonter sa piste. Le man trailing, c'est une recherche qui est en zone semi-urbaine. L'objectif, c'est pas que le chien il ait le nez collé au sol. Il a le droit également. Il peut travailler en air scent également. Ça va l'aider. Bien souvent, il y a des chiens sur des traversées de béton qui vont se mettre en air scent pour l'aider à traverser le béton et à reprendre l'odeur de l'autre côté. En cas de difficulté, le chien peut travailler sur les deux techniques. La différence, et en plus de ça en man trailing, on va moins travailler sur la précision. On va accepter que le chien soit décalé par rapport à sa piste un petit peu plus qu'en pistage français. En pistage français, là par contre, le chien doit vraiment travailler le nez au sol. On va vraiment travailler sur la précision du chien. Et sur la RU, en plus d'avoir la précision, le nez au sol, on a également le fait que le chien, il doit remonter il doit retrouver différents objets. Je crois qu'il doit retrouver 5 objets sur sa piste. Oui, donc en pistage français, en fait, on attend vraiment que le chien travaille le nez au sol sur les particules lourdes, comme disait Géraldine, qui tombent derrière la personne. Alors qu'au man training, il peut switcher un peu de air scent, un peu de nez au sol. Il y a plus de liberté pour le chien sur le choix de la stratégie. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui se disent ah bah moi en forêt, je me cache derrière un arbre et mon chien il me retrouve au flair. Donc il sera bon au man trailing. Donc par rapport à ce que tu expliquais, ça se rapprocherait plutôt des disciplines du questage, des combres, etc. Avec bien sûr toute la technique en moins. Mais qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là du coup? C'est vrai que souvent on me dit je me cache en forêt, mon chien me retrouve, c'est super. Ça veut pas du tout dire que le chien il va bien travailler. Et même en questage, à savoir que quand on se cache et que le chien nous retrouve, bien souvent il y a des choses. Le chien il va avoir un énorme stress parce que c'est son maître, donc il va même moins bien travailler parce qu'en fait il va juste chercher comme tu dis au visu parce qu'il va avoir du mal à se concentrer. Il y aura tellement d'émotions en lui qui va se dire mon Dieu j'ai perdu ma maman, il va pas avoir le réflexe de mettre le nez au sol et de chercher. Et en effet, il va plus être sur de la quête que sur du man trailing. Parce que le man trailing, on le rappelle, il doit prendre une odeur de référence et il doit aller chercher cette odeur de référence. C'est bien que tu le précises, parce que c'est vrai que souvent les gens demandent si leur chien peut aller les chercher eux, et en fait ça peut poser problème parce que justement il y a cet aspect émotionnel où le chien est stressé de retrouver son humain et il va pas forcément s'appliquer parce qu'il y a un enjeu énorme pour lui. Donc nous on choisit de pas travailler sur l'humain du chien quoi, souvent. Alors du coup, là on a pris les activités de flair un petit peu individuellement. Est-ce que c'est envisageable de pratiquer plusieurs activités de flair différentes avec le même chien? Est-ce qu'il y a certaines activités qui peuvent même aider le chien, on va dire? Par exemple, si je veux faire du man trailing, est-ce que tu me conseillerais de faire une autre activité de flair? Laquelle? Si moi je fais du man trailing, je veux mettre une activité autour du flair, une autre activité autour du flair à ma chienne, je vais par exemple pouvoir lui proposer du tracking, du nose work, ces choses qui vont là aider ma chienne à plus se concentrer, à être beaucoup plus méticuleuse dans son travail et finalement qu'elle pourra reproduire quand elle fera du man trailing. Donc c'est vraiment le but, il est de dire sur des activités de flair, on peut en faire plusieurs. Ce qui est bien, c'est de trouver des activités qui vont s'embriquer les unes avec les autres et qui vont aider le chien à progresser quand il va faire son travail. Pour préciser, quand je parle de nose work, c'est plus ce qu'on appelle de la détection, ce qui veut dire que sur une toute petite zone, le chien va devoir trouver certaines odeurs qui vont être bien souvent des huiles essentielles. Et pour ce qui est du tracking, là par contre, ça va aider vraiment le chien à mettre son nez au sol. C'est-à-dire qu'on va mettre des petites pièces au sol. Le chien, il doit retrouver ces petites pièces et vraiment suivre de manière très précise le chemin qu'on a déterminé. Donc ça aide le chien, les deux, à être méticuleux, à se concentrer et à vraiment travailler sur des odeurs fines. D'accord. Et sur ces deux activités-là, il y a tout un travail de mise en place du marquage où le chien doit un peu geler sur l'objet à marquer. Hmm. Ok. Et du coup, est-ce qu'à l'inverse, il y a enfin, le fait de pratiquer plusieurs disciplines de flair peut entraver le travail du chien, je sais pas comment dire, mais
Donc pour moi, en termes de man-trailing, il n'y a pas d'activités qui sont incompatibles. On peut travailler, on peut faire toutes les activités. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir les mêmes attentes et les mêmes objectifs en fonction des activités. Si on monte son chien en concours, en quête, qu'on est sur du haut niveau, il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes attentes ou les mêmes objectifs. Dire bah aujourd'hui je vais faire de la quête et demain je vais faire du man-trailing. Pour le chien, il y a quand même une différence. Le début est parfois plus difficile. Après, ça veut pas dire qu'il sera mauvais en man-trailing, ça veut pas dire qu'il sera bon. Ça veut juste dire qu'au début, il va bien falloir qu'on prenne le temps. Des fois, ça va prendre plusieurs entraînements pour expliquer au chien qu'il doit prendre une odeur et qui doit remonter. Quand ma chienne, on faisait de la quête et on a commencé au man-trailing, je me souviens, Karine, quand je lui ai dit que je faisais de la quête, j'ai vu sa tête, je l'oublierai jamais. Et moi j'étais toute fière, oh là là, j'ai un chien, je fais de la quête. Et en fait elle m'a dit, bah tu vas voir, ça va être compliqué. Et au final, la plus grosse difficulté que j'ai eue, en effet, bon après ça reste un chien de travail, donc elle l'a appris très rapidement, mais ça va être, on arrivait en piste, elle voulait partir, elle voulait même pas prendre l'odeur en fait. Non mais c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Et je disais, bah non ma poupette, tu vas quand même prendre l'odeur parce que je suis pas sûre que tu saches vraiment qui tu cherches. Et on le voyait parce que si elle prenait pas l'odeur correctement, bah elle allait me marquer un petit peu n'importe qui. Donc parfois un chien qu'on fait où vraiment on va le faire chercher en forêt des personnes, bah oui, il va prendre l'habitude de partir en recherche, mais il sait pas ce qu'il cherche, tout simplement. Après, bien souvent, quand on parle de chiens de concours, on parle de chiens de travail. On va parler de malinois, on va parler de berger allemand, on va parler de chiens qui sont extrêmement intelligents, qui comprennent très vite. Si on les laisse en libre, juste avec un collier, la clochette, ou si on leur met un harnais, ils vont tout de suite comprendre la différence. Mais sur un chien, je dirais, de famille, il faut pas avoir les mêmes attentes si on fait de la quête et du jour au lendemain, on passe sur le man-trailing. C'est complètement différent pour le chien et c'est vrai que ça lui demande une gymnastique intellectuelle très importante et pour nous aussi. Quand on travaille en quête, où on travaille vraiment avec son chien en libre, où on va vraiment le conduire sur des endroits, c'est pas du tout le même travail, et que quand on se retrouve en man-trailing, si on ne travaille pas suffisamment son chien, hein, si on passe une longue période sans travailler son chien en man-trailing, on se retrouve avec une gestion de longe horrible, on donne des gros à-coups à son chien. Le chien il comprend plus rien, il va se retourner, il va dire mais en fait tu veux pas que j'aille là, étant donné qu'en concours on a des chiens comme je disais qui ont beaucoup d'obéissance, moi ma chienne je lui mets un à-coup, bah je sais qu'elle va chercher autre part parce qu'elle va se dire bah non, maman elle veut pas que j'aille à droite, ok je vais aller chercher à gauche. On a des chiens qui sont bien, donc la plupart du temps ils vont cercler, ils vont revenir et ils vont redemander la permission d'aller à cet endroit-là, mais il faut qu'on ait un chien qui soit suffisamment à l'aise, qui ait suffisamment l'habitude pour reproposer et essayer de retourner sur cette zone où il a pris son à-coup. Donc c'est vraiment important pour les deux, quand on commence, bah déjà de pas commencer ces disciplines en même temps, même si enfin, je pense qu'on peut les pratiquer ensemble, mais ne pas les commencer en même temps. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, là il y a un gros travail à faire également, c'est donc d'expliquer, de coder le chien, en fait, que le chien il comprenne quand il travaille sur sa zone de recherche en quête, on va lui mettre par exemple un collier, une clochette. Quand il va travailler en man-trailing, on va lui mettre son harnais, sa longe. Le chien il va comprendre la différence des disciplines et aussi la différence de manière de travailler. Quand il va être avec son collier et sa clochette, il va travailler en air scent. Quand il a son pool d'odeur, il remonte jusqu'à trouver la victime. Quand il est en man-trailing, du moment où il part, moi, du moment où je fais ma prise d'odeur avec ma chienne en man-trailing, si elle a le nez en l'air, je n'avance pas. Et ça, elle le comprend tout de suite. Et des fois, c'est là où ça va l'aider, où elle va tout de suite comprendre, dire ah oui, c'est vrai, j'ai le harnais, je baisse la tête, je cercle, j'ai le nez en bas, c'est bon, je suis sur la piste, et là, je vais la suivre. Les premières séances en man-trailing, c'est passionnant parce qu'on voit son chien évoluer, c'est magnifique. Je trouve que voir son chien travailler sur des odeurs humaines et être capable de retrouver des gens, moi je trouve ça incroyable à chaque fois que je la vois travailler. Mais au final, au bout de quelques séances où une fois que le chien il a compris le travail qu'il a à faire, le plus gros travail qu'on a, il va être sur le conducteur, puisque finalement une piste qui est réussie, le chien, du moment où il utilise ses capacités d'olfaction
il va toujours donner de son mieux. La plupart des chiens, ils sont contents de travailler, ils aiment ça, ils sont motivés. Du moment où le chien il est motivé et il donne le meilleur de lui-même, ben ce qui va faire une piste qui va être compliquée, ça va être la plupart du temps le travail du conducteur. C'est vrai que en général, moi quand je vais lancer ma chienne, je pars en piste, je me mets dans ma bulle et on peut me parler, on peut me dire ce qu'on veut. La seule chose que je vais faire, c'est regarder mon chien. C'est ma chienne, comment va être son port de queue, son port de tête, est-ce qu'elle a le directionnel, et je vais juste me concentrer là-dessus. En fin de compte, c'est ça, et la déranger le moins possible, la ralentir pour qu'elle puisse réfléchir, la déranger le moins possible et l'aider à travailler au mieux pour arriver en bout de piste. Donc c'est vraiment, c'est pour moi le plus important. Et du coup, tu parlais des risques, entre guillemets, d'avoir un chien qui est beaucoup dans l'obéissance. Est-ce que, justement, il y a certaines activités qui risquent de compliquer le travail du chien au man-training? Alors, oui, c'est marrant, je me retrouve beaucoup dans toutes tes questions. Donc, c'est important, bien souvent, si on a un chien qui a énormément d'obéissance, donc ça va être un chien qui est centré sur son conducteur pour savoir toujours ce qu'il doit faire. Donc on va avoir par exemple le dog dancing, on va avoir l'obé, toutes ces disciplines où le chien il est focus sur son maître, et on le voit puisque quand le chien il est en dog dancing ou en obé, il va toujours regarder son maître pour lui dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que je dois faire. Là, c'est difficile parce que le chien, on va devoir lui apprendre, la première chose qu'on va devoir lui apprendre, c'est se détacher de son maître et lui demander de faire des propositions, d'avoir de l'autonomie. Et le mot autonomie, c'est extrêmement difficile pour un chien qui n'a jamais connu ça, et c'est difficile également pour un maître qui n'a jamais connu ça, parce qu'il faut l'accepter aussi. Tant que le maître, il ne lâche pas ça, on ne l'a pas en fait. On n'a pas ce travail de man-trailing. À la moindre difficulté, le chien il va se retourner et il va regarder son maître en fait. Et c'est vrai que c'est là où le maître il doit avoir ce lâcher prise, et il doit dire à son chien, personnellement je pense qu'il doit dire à son chien, je te fais confiance, fais-le. Et c'est pas seulement dire bah je ne sais pas où c'est, parce que le chien il peut stresser, ça peut lui mettre beaucoup, mais c'est de dire à son chien, tu peux le faire, je vais t'aider à le faire, mais je ne sais pas où c'est. Et là, ça devient un véritable travail d'équipe, et là, je trouve ça absolument magnifique. Moi, ma chienne, quand j'arrivais en début de piste chez Karine en 2020, ma chienne, elle était au pied, et c'était un départ de piste qui était en obéissance. Et en fin de compte, ma chienne, elle avait aucune autonomie, elle me regardait et elle me disait mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc finalement, c'était de comprendre il faut de l'obéissance parce que c'est important. Le chien, il doit pour sa sécurité, pour son travail, il doit y avoir de l'obéissance, mais le chien on doit lui apprendre également de l'autonomie et être force de proposition. D'accord, alors du coup justement à propos de s'entraîner, de progresser, du temps qu'il faut, est-ce que toi tu conseilles de s'entraîner sur certains exercices à la maison? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire chez soi, en dehors des séances du man training, pour aider le chien, pour progresser plus vite? C'est vrai on nous pose souvent la question au coach en disant, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que mon fils peut me faire une piste le week-end prochain, vu que t'as pas d'entraînement? C'est quelque chose, je préfère toujours dire non, pitié, ne le faites pas. Le problème, c'est que si la personne, elle travaille son chien en dehors des entraînements, elle ne connaît pas toutes les techniques, elle n'a pas toutes les connaissances qu'on a, et donc il y a de grandes chances pour qu'elle mette son chien en difficulté. Mettre son chien en difficulté, ça veut dire qu'il va perdre au niveau de sa motivation, et ça veut dire que nous, derrière, on va devoir récupérer sans savoir ce qui s'est passé. On va devoir récupérer un chien qui est plus motivé, qui va avoir certaines difficultés et à trouver et résoudre les difficultés. C'est pour ça que c'est toujours difficile. Je préfère toujours dire aux personnes, ne travaillez pas seul votre chien. Si vous travaillez, vous allez faire un entraînement avec un autre coach, vous avez totalement le droit, mais dites-le moi également. Expliquez-moi sa manière de travailler pour que je puisse également m'adapter sur le travail du chien. Ça, c'est également quelque chose qui est très important. En général, quand la personne, elle me dit, je veux travailler à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Moi, ce que je vais lui conseiller, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça va être de faire du tracking,
de regarder un petit peu, de mettre en place des exercices de nose work pour vraiment que le chien, il apprenne à se concentrer et il fasse un travail plus méticuleux. Mais la meilleure chose, ce que j'adore leur dire, c'est surtout de promener son chien en longe, de travailler la longe, de travailler sa gestion de longe, parce qu'au final, le chien, l'olfaction, c'est quelque chose qui est inné. Donc, en fonction des races de chiens, comme on l'a vu avec le podcast de Mélanie, en fonction des races de chiens, le chien il va avoir plus ou moins des facilités à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit aussi au début du podcast, ce qui est extrêmement important, c'est que nous, on ne pénalise pas notre chien derrière la longe. Comme tu disais, on ne soit pas le boulet derrière la longe. Donc à chaque fois, si on arrive à faire une balade en longe sans perturber son chien, on va vraiment le ressentir sur les entraînements. Les meilleurs entraînements, c'est là où on arrive à ralentir son chien sans le freiner, sans lui donner des à-coups. Et du coup, pendant les balades, on va pouvoir travailler à débobiner, à rembobiner, à ne pas gêner son chien, à passer les obstacles. Et de là, on va arriver en entraînement et on aura vraiment un niveau qui va permettre au coach de dire je vais me concentrer sur les techniques de main trailing pour le chien et je vais pas perdre du temps, je vais gagner du coup du temps sur tout ce qui va être gestion de longe avec l'humain, avec le conducteur derrière. C'est vrai que c'est un très bon conseil. Ouais. Quand on a l'habitude de la longe au quotidien avec le chien, ça aide quand même. Quand on n'a jamais touché une, c'est plus compliqué. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que même moi, si je m'entraîne pas régulièrement avec ma chienne, des fois, je fais des pauses où, comme là, je peux pas physiquement suivre ma chienne, donc je peux pas la faire pister. Je sais que quand je vais reprendre, je vais aller voir Karine et je vais lui prendre un ou deux entraînements et elle va me dire, mon Dieu, ta gestion de longe, Virginie, fait quelque chose. Et du coup, ce qu'on va le plus travailler, ça va être la motivation du chien parce qu'elle n'aura pas travaillé depuis quelque temps, mais en plus de ça, c'est vraiment dire, allez, on se remet vraiment sur la gestion de longe pour aider le chien à travailler au mieux. Faut toujours penser que on pense qu'une longe c'est pas grand chose, mais un à-coup minime peut complètement couper le chien dans son travail. Certains chiens sont moins sensibles que d'autres, mais à même ma chienne où je pensais qu'elle était absolument pas sensible, je me suis rendu compte, surtout dans l'effort avec Karine, quand on a travaillé dans l'effort, je me suis rendu compte qu'un mini à-coup, mais ça l'avait complètement perturbée et j'avais loupé une intersection à cause de ça. Donc finalement, même un chien qui connaît son travail et qui a beaucoup d'autonomie, un à-coup ça peut vraiment tout changer. Donc c'est la chose qui va nous permettre d'arriver en bout de piste et de faire une très belle piste, ça va être une belle gestion de longe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore que tu n'aurais pas pu aborder avant? Donc oui, j'ai commencé sur de la quête avec ma chienne. Je voulais vraiment faire des concours avec ma chienne. Je me suis retrouvée à faire quelques concours, mais au final, je suis passée sur le man trailing et sur le man trailing loisir quand j'ai rencontré Karine. Parce que je suis allée voir Karine en me disant je vais faire du man trailing en concours, un petit peu la même chose. Et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que à travailler son chien vraiment en concours, je me mettais une grosse pression. Je travaillais plus dans le plaisir, me faire plaisir et que ma chienne se fasse plaisir. Et quand j'ai vraiment commencé avec Karine, où c'est là elle m'a dit le mot plaisir et j'ai réalisé que j'avais plein de choses que je mettais un petit peu de côté. Et de là, ça m'a vraiment fait une révélation. Et je me dis maintenant, quand je travaille mon chien, à chaque fois, ce que je veux, c'est me faire plaisir et je veux que ma chienne, elle soit contente. Parce que malgré tout, j'ai découvert le sourire sur la tête de ma chienne. Quand elle arrive en bout de piste et qu'elle a ce sourire, franchement, c'est... Alors en plus, moi, la mienne, elle n'est pas super gourmande, donc c'était pas pour avoir sa friandise, mais elle est tellement contente d'avoir fait son travail et que nous, on soit contents derrière, de créer cette relation avec son chien, je trouve ça magnifique. De voir que son chien il se donne à 300% pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour retrouver la personne et arriver en bout de piste et se dire je me suis éclatée. C'est vraiment, pour moi, c'est primordial. Je me rends compte que faire une activité avec son chien, ce qu'il faut se dire, c'est se faire plaisir et pas trop se poser de questions, pas se demander tiens
qu'est-ce que les gens vont me penser, est-ce que j'ai bien conduit mon chien, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, pas être dans le jugement, mais être dans cette notion de plaisir. Pour moi, c'est le plus important. Et quand je fais des entraînements, à chaque fois, c'est ce que je regarde. Je regarde en fin d'entraînement, je laisse jamais partir une personne. Si elle est pas contente de sa dernière piste, on va refaire une toute petite piste. Ce que je veux, c'est que le chien et l'humain, ils soient contents, que le binôme, qu'il y ait quelque chose qui soit créé et qui soit un peu plus fort à chaque entraînement. Le but pour moi, il est vraiment là, c'est de dire on fait quelque chose pour se faire plaisir ensemble, moi et mon chien. Eh ben, je te remercie pour cette très belle conclusion. C'est vrai que on peut avoir tendance parfois à perdre un petit peu de vue les raisons pour lesquelles on a commencé une activité avec son chien. Donc si on souhaite pister avec toi, je rappelle qu'on peut te retrouver comme tous les autres coachs Mind Training Addict sur le site harmonydog.fr. Te concernant, ça se passe dans les départements du 73 et du 74 sous le nom de Mind Training Savoie. Et on peut te contacter par mail à mindtraining.savoie@gmail.com ou sur Instagram Mindtraining Savoie. Encore une fois, un grand merci pour le temps que tu nous as consacré et je te dis à bientôt en piste. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On te rappelle que si notre travail te plaît, le meilleur moyen de nous le montrer, c'est de le partager autour de toi, d'en parler sur les réseaux sociaux, en réalité à une personne qui s'intéresse de près ou de loin au Mind Training, et d'écouter ou réécouter tes épisodes préférés. Toute l'équipe Mind Training Addict s'accorde une petite pause. Il n'y aura pas d'épisode au mois prochain, mais on se retrouve dès le mois de janvier avec des sujets exclusifs. En attendant, on te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de belles aventures en piste avec ton chien.